On a vu dans l'émission précédente quelques rapports, quelques zones entre l'inconscient et la science et la technique. Et on a vu que la science pouvait effectivement plonger ses racines dans l'inconscient de différentes manières. Avec vous, Lucien Sfez, on va essayer de regarder les fruits. On assiste depuis quelque temps à un discours croisé qui porte sur les racines et les fruits des sciences et des techniques. Et en ce qui concerne les fruits, j'ai l'impression qu'on appelle encore quelquefois d'ailleurs des retombées, j'ai l'impression que les discours sont encore plus croisés. C'est un petit peu comme des feux croisés. Je veux dire qu'il y a du pour et du contre, et souvent utilisé avec la même fougue. Et puis il y a aussi quelques discours incertains, et puis il y a des discours dubitatifs. Alors je vous propose de passer, non pas en revue toutes les découvertes ou toutes les applications, ce qui serait évidemment exorbitant, mais à partir d'un exemple que je crois significatif, d'essayer d'apprécier le paysage. À votre avis, est-ce que les machines à communiquer, comme on dit, c'est un titre, me semble-t-il, que vous avez utilisé pour une exposition à la Villette il n'y a pas très longtemps. Et c'est également un titre que Pierre Schaeffer avait utilisé Absolument. pour des livres publiés au Seuil il y a Absolument. Il y a longtemps. 20 ans, 24 Ouais, ans, oui. c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que les machines à communiquer qui font florès actuellement, à des titres divers d'ailleurs, et avec des fortunes qui sont tout aussi variées, est-ce que ces machines à communiquer ne seraient pas exemplaires, paradigmatiques, comme on dit, des fruits que sciences et techniques peuvent offrir et qui sont des fruits qui donnent à réfléchir? Je veux dire, des fruits qui ne seraient pas sans pépins, quoi. Votre question me trouble infiniment, parce que c'est une affaire extrêmement complexe à laquelle il est difficile de répondre par un oui ou par un non linéaire, franc, massif. D'abord parce que je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il existe une science de la communication. Il existerait plutôt alors, au minimum, des sciences de la communication, dans des objets extrêmement divers, extrêmement hétérogènes. Songez, moi c'est ça qui m'avait frappé quand j'avais commencé mes recherches en matière de communication en 1980. Songez que cela concerne à la fois la biologie, l'intelligence artificielle, la science cognitive, les psychothérapies, que cela concerne la science des organisations. Il y a de très gros bouquins d'organizational communication que je vois par exemple dans ma bibliothèque en vous parlant. Organizational communication, très gros bouquins en Amérique, des handbooks, des gros handbooks. Il y a, je ne sais pas si je vous ai dit déjà, des psychothérapies, alors des psychothérapies communicatives, alors que d'autres ne cherchent pas du tout la communication. Donc là aussi, dans ce domaine. Les mass media studies, c'est aussi des sciences de la communication, ça fait partie des choses. Elles ne sont pas très très avancées dans notre pays, mais aux États-Unis par exemple, depuis le début du siècle, on était vraiment très fort, très calé dans ce domaine. J'en oublie très certainement, n'est-ce pas? Je ne veux pas faire une énumération exhaustive, mais déjà vous dire, tout ça c'est des sciences de la communication, au minimum, on pourrait dire peut-être cela, des sciences de la communication dans des objets très divers et hétérogènes et qui n'ont pas de lien entre eux généralement, et peut-être pas de lien autre qu'idéologique. C'est-à-dire que l'on essaye de dire que la communication, c'est vraiment l'avenir de la société, c'est sa structure, c'est sa cohérence, c'est dans cette fameuse société de communication. Alors, ça n'est pas l'objet de notre entretien que de traiter de cette idéologie de la communication, mais ça pourrait être l'objet de notre entretien que de traiter des liens possibles entre ces diverses sciences, n'est-ce pas, si on les appelle sciences. Autre chose, deuxième complication. J'ai dit au minimum, et pour rester dans une sorte de réponse ouverte à votre question, des sciences et non pas une science de la communication. Mais peut-on dire même qu'il s'agirait de sciences de la communication?
Et il y a par exemple incontestablement une théorie de l'information, la théorie mathématique, tenez, tout à l'heure je l'oubliais celle-là, la théorie mathématique de la communication. Shannon et Weaver en ont posé les bases, n'est-ce pas? Peut-être peut-on dire ici qu'il y a une science mathématique de la communication. Alors peut-être théorie et science mathématique de la communication. Mais ceux qui utilisent de la communication, ici plus exactement, pour être plus clair, de l'information, théorie et science de l'information, ce qui ne veut pas dire de la communication déjà. Mais pour être plus clair, est-ce que les gens qui utilisent ou raffinent ou contredisent cette théorie dans des champs très divers, eh bien ce sont des théoriciens ou des scientifiques de la communication. Prenons le cas par exemple d'Henri Atlan, qui est un grand biologiste, et qui est aussi, à mes yeux, une sorte de prince de la pensée, n'est-ce pas? Eh bien cet homme qui a écrit par exemple l'organisation, je cite de mémoire et je peux dire des bêtises, mais en gros c'est à peu près ça, dans un bouquin paru en 1972, la théorie biologique et la science biologique et théorie de l'information, quelque chose comme ça. Bon, eh bien, c'est un biologiste. Est-ce que c'est un théoricien de la communication? Est-ce que c'est un homme qui fait de la science de la communication? C'est un biologiste qui se sert de certains éléments pour faire avancer sa science, voyez-vous? De la même manière, est-ce que les théoriciens ou scientifiques de l'informatique, ce sont des théoriciens de la communication? Peut-être de la communication homme-machine, et même pas, parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est à déterminer un certain nombre de mécanismes cognitifs reproductibles, représentables dans l'ordinateur. Vous voyez? Donc, c'est encore une autre complication, celle-là. Vous avez bien de la théorie de l'information, vous avez bien peut-être des théories de la communication, mais qui sont utilisées en tant qu'instruments au sein de blocs scientifiques totalement différents et totalement hétérogènes les uns les autres. Deuxième complication. Il y en a encore une. C'est peut-être pour ça que je choisissais ce thème, c'est parce que le concept de communication semble traverser des domaines extraordinairement divers. Bien entendu, je ne vous le reproche pas, mais c'est plutôt à moi que je reprocherais de ne pas vous donner une réponse assez claire, assez simple, à une affaire aussi chaotique, si vous voulez. Et puis la troisième raison de ma perplexité, simplement, c'est que ça ne marche pas nécessairement toujours dans cette direction, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à supposer qu'il y ait des sciences de communication, etc. Quelquefois, les choses ne marchent pas du côté de la science vers les techniques et vers l'application sociale. Quelquefois, l'application sociale et les techniques commandent l'objet scientifique. Les choses marchent dans tous les sens et ça forme nœud, n'est-ce pas? Donc, c'est une affaire un peu diabolique, c'est une question un peu diabolique que vous me posez. Voilà. C'était les premières précautions d'usage que je voulais prendre devant vous. Alors, moi, je vous laisse parfaitement libre d'envisager, d'appréhender la question comme vous l'entendez. Il me semble que un certain nombre de machines de quincaillerie qui représentent actuellement un chiffre d'affaires considérable, sont quand même issus d'un certain nombre de positions théoriques ou de recherche fondamentale. Qu'il y ait bien évidemment relation dialectique, sans aucun doute, mais je ne sais pas, quelle est votre opinion justement là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une orientation, un point de départ? Vous savez, je vais prendre la question à un endroit que vous ne soupçonnez pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous posez des questions. C'est pour avoir des surprises, peut-être. Hein? Je ne suis pas contre. Vous n'êtes pas contre, je pense. D'ailleurs, entre parenthèses, nous serions même dans le vif du sujet, parce que l'information, la véritable information, c'est celle qui est précisément disruptive. Si je me contentais, par exemple, de dire « mais oui, monsieur, ça serait pas une information, je n'apporterais rien au débat ». La véritable information, c'est d'être « non, c'est pas ça du tout, c'est autre chose à quoi on n'avait pas pensé ». Je veux dire, c'est là où il y a théorie de l'information. C'est la première définition de la théorie de l'information, si vous voulez. Bon. Alors, je vais prendre la question peut-être sous son angle peut-être le plus difficile, plutôt que de le prendre sous son angle le plus facile. Il y a des retombées de tous les efforts scientifiques, ou de certains efforts scientifiques. Il y a des retombées non seulement dans les machines à communiquer, celles qu'on peut prendre entre les mains, qu'on peut manipuler au sens propre du terme, c'est-à-dire prendre entre les mains, n'est-ce pas, manipuler main. Eh bien, au-delà des machines, telles que j'ai pu les montrer dans cette exposition à la Villette, il y a de véritables machines de l'esprit, des technologies de l'esprit, qui sont immontrables,
immanipulable, non manipulable, mais j'oserais dire qui nous manipule presque à notre insu, et qui manipule nos esprits presque à notre insu. C'est ce que j'appelle les technologies de l'esprit. En biologie, en théorie de l'informatique, en sciences cognitives, on a pris l'habitude de manipuler un certain nombre de concepts qui étaient propres à chacune de ces sciences et qui étaient utiles dans chacune de ces sciences. Et la question est que ces concepts sont en train d'envahir tout doucement l'ensemble du champ scientifique, mais aussi social, mais aussi de la vie quotidienne, mais aussi de la manière de penser, simplement peut-être même la philosophie. Et je songe à quoi? Je songe à 4 notions que j'ai mises en lumière en tant que technologie de l'esprit. La notion de réseau, la notion de paradoxe, la notion de simulation et la notion d'interactivité. Alors, chacune d'entre elles a ses vertus. Chacune d'entre elles a la vertu de critiquer quelque chose et de faire avancer quelque chose dans un certain nombre de champs. Par exemple, la notion de réseau, qui montre bien l'interconnexion de tous les éléments du réseau en même temps, comme d'ailleurs la notion d'interactivité, eh bien, cette notion vient s'inscrire en faux contre la causalité linéaire. Bon, c'est utile, c'est intéressant, c'est utile. La notion de paradoxe. La notion de paradoxe, quand on disait le fameux « je suis un menteur » du Crétois, je suis un menteur, mais alors si je suis un menteur, c'est donc je ne suis pas un menteur, si je ne suis pas un menteur, c'est que je suis un menteur. Vous connaissez ce paradoxe, je le rappelle simplement aux auditeurs qui le connaissent sûrement très bien, parce qu'on l'apprend dans toutes les classes de terminale, n'est-ce pas? Bon, alors, cette notion de paradoxe-là est ancienne comme le monde. D'ailleurs, comme la notion de réseau, je signale, la notion de réseau était aussi ancienne comme le monde, dans la mesure où elle renvoyait à réseil, c'est-à-dire aux interconnexions biologiques, à ce qui fonctionnait comme lacis de vaisseaux, de nerfs, de peaux, de tissus, etc., etc. Bon, bien. Cette notion de paradoxe est donc ancienne comme le monde, et elle mettait l'accent justement sur certaines limites du langage. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et pourtant qu'on dit quand même. Donc ça met en cause, si vous voulez, l'idée que le langage ne dit pas toujours ce qu'il dit. C'est une critique du langage, cette vieille notion philosophique du « je suis un menteur » du Crétois. Bien. La notion de simulation. La notion de simulation avait été travaillée par Platon dans plusieurs aspects, à la fois la notion de simulation en tant que copie, et en tant que copie, c'est pas bien. Le simulateur est un menteur. Vous voyez, simulation, mensonge, toute cette catégorie un peu valorisée, moralisante. Le simulateur est un menteur. Et ça nous vient de Platon, parce que la copie n'est pas aussi bonne que l'original. La copie, ce n'est qu'une copie. Ce n'est qu'une copie, c'est pas bien. La photocopie, c'est pas l'original. Bon, et puis les copies des œuvres en peinture, ceux qui copient les plagiaires, bon, etc., etc. Bon. Mais aussi, il y a autre chose dans Platon, il y a une simulation qui, elle, est considérée comme bonne, c'est la simulation modèle. Le modèle, c'est le paradigme, c'est-à-dire quelque chose, on simule en concentrant dans un modèle un certain nombre de choses, et ça devient une sorte de référent pour la pensée. Donc, notre pensée, depuis Platon, est hésitante entre la simulation copie, méprisable, et la simulation modèle, paradigme, référent, et qui permet de faire avancer la science. Imaginative. Vous voyez, voilà. Alors déjà, c'est travaillé comme ça depuis, je dirais, une éternité, depuis Platon. Bon. Mais il y a encore une autre notion de simulation, c'est la notion de simulation selon Épicure. Selon Épicure, le simulacre, c'est plus d'ailleurs de la simulation, c'est le simulacre. Le simulacre, c'est que des corps, je ne dirais pas réels, vous allez voir pourquoi, des corps, le vôtre, le mien, émaneraient par exemple d'autres corps. Par exemple, à côté du corps de M. Émile Noël, qui m'interviewe en ce moment, il y a un petit Émile Noël qui est tout aussi vrai que le premier et qui émane du premier. Il y a un petit Lucien Sphèse qui émanerait du premier, et on ne saurait pas quel est le plus vrai des deux, parce que si on se situe dans la rationalité du second, eh bien, lui, c'est le premier. Et si on se situe dans la rationalité de Émile Noël ou Lucien Sphèse qui ont produit cette émanation, c'est eux les premiers, naturellement. Donc, il n'y a pas d'être du faux ou d'être du vrai dans ce système. Et ça nous renvoie, vous allez voir comment nous allons arriver peu à peu à quelque chose, ça nous renvoie à toutes les théories des ordinateurs pensants aujourd'hui. Hein, vous voyez, l'homme est l'ombre de son ombre. Oui, mais alors, et l'ordinateur serait l'ombre de l'homme, ou l'homme serait l'ombre de l'ordinateur. Oui. Bon, vous voyez un peu où nous allons, là. Nous allons peu à peu comme ça. Alors, je vous ai dit que
Réseau. Réseau présentait l'utilité de mettre en cause, par exemple, la notion de connexion, n'est-ce pas? La notion de causalité simple, linéaire. Le paradoxe permettait de mettre en cause, à travers le jeu de langage que constitue le paradoxe, les limites du langage, et donc de faire avancer, de faire réfléchir. De même, la simulation permet de mettre en cause le réel, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que le réel? Qu'est-ce que c'est que le réel, puisque l'objet simulé peut être aussi réel que le réel? Bon, tout ça est tout à fait satisfaisant et je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre, au contraire, ce sont des jeux de l'esprit ou des procédés de l'esprit qui permettent d'exciter, d'aller un petit peu plus loin. Sauf ce qui est en train tout doucement de se produire à travers les technologies de l'esprit. Ce qui est en train de se produire, c'est que le réseau, lorsque vous êtes dans une société complètement réseautique, et en même temps qui serait paradoxale, la société entière serait paradoxale. Il n'y aurait plus d'avant ni d'après. Il n'y aurait plus de dehors ni de dedans. Le principe du paradoxe, c'est quoi? C'est de dire et non pas ou. Dans le langage le plus simple, le plus primaire, ou bien vous êtes Émile Noël, ou bien vous êtes Lucien Sphèse. Nous sommes deux. Alors je nous réduis là comme ça. Bon, ou bien, oui, mais le paradoxe dirait non et les deux en même temps. Et le dedans et le dehors. Nous serions en même temps dedans et dehors. Nous serions en même temps avant et après. Et la société entière fonctionnerait sur le mode du paradoxe et sur le mode du réseau. Un réseau paradoxal et en même temps un réseau généralement, universellement simulé. C'est-à-dire que nous serions dans, je fais allusion ici, non pas à la conception platonicienne, mais à celle d'Épicure, d'une simulation avec simulacre, n'est-ce pas, où l'objet qui serait le simulacre serait aussi vrai que l'objet qui penserait le simulacre. Il y a d'ailleurs des machines actuellement à fabriquer des images et des environnements qui sont susceptibles de créer l'illusion complète. Et oui, et nous sommes au cœur, je crois, de votre question, du sujet, de l'exposition elle-même, et en même temps de ma critique de la communication. C'est-à-dire que à partir de ces images dont vous parlez, de ces machines qui produisent des images de synthèse par exemple, eh bien, quelle différence y a-t-il entre ces images de synthèse lorsqu'elles seront de plus en plus perfectionnées et puis des mises en scène opérées par des metteurs en scène réels avec des acteurs réels? Mais allons plus loin. Quelle différence y aurait-il entre ces mises en scène réelles et ces acteurs réels et les fameux reality shows dont on parle aujourd'hui à la télévision? Je le rappelle pour les auditeurs qui ne feraient pas très attention à ces choses-là, ça peut être utile simplement de le rappeler. Reality show, c'est un événement réel, n'est-ce pas, qui s'est produit un jour. Alors là, on dit oui, il y a une réalité, mais ancienne, antique. Où est le référent ici? On dit qu'il y a eu, c'est tout, parce qu'on ne sait même pas au fond s'il y a eu vraiment. Il y a eu, et à partir de là, on reconstruit une mise en scène totale. La télévision reconstruit une mise en scène totale pour faire parler l'ensemble des acteurs de cet événement originellement réel, et reconstruire complètement l'événement comme en direct, je dirais, comme en direct à la télévision. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Et alors, en plus, avec une passion, ça n'est pas rien, une passion du public, tout ça est fabuleux, parce que le public s'intéresse beaucoup à ça, s'amuse beaucoup à ça. Deuxièmement, ça coûte rien de le faire. On connaît le prix des investissements dans le domaine des émissions télévisées. Et par conséquent, le reality show tend à envahir progressivement le champ de la création télévisuelle. Alors, quelle différence y a-t-il entre un reality show, une mise en scène alors faite par un metteur en scène et des artistes, etc., et puis, je dirais, les images de synthèse? On passe comme ça, insensiblement, de manière insensible et continue, d'un statut de réalité à un statut de réalité, et je n'ose pas dire de réalité, je pourrais dire aussi bien d'un statut d'irréalité à un statut d'irréalité, un statut d'irréalité, etc., etc. Et nous sommes donc dans cette société à laquelle je songe. Je fais une construction ici, je fais exprès, je force le trait, je souhaite qu'on m'entende bien, je force le trait toujours à titre de modèle pour réfléchir, n'est-ce pas? Je dis qu'avec une société à la fois réseautique, totalement paradoxal, et non plus là où le paradoxe était un exemple pris pour faire réfléchir, mais là la société entière devient paradoxale, et avec une simulation généralisée, nous sommes dans une construction qui change non seulement les retombées ici. Vous me posiez la question des retombées, c'est bien cela que j'avais en vue, non seulement qui permet de construire des machines à communiquer, mais qui permet de reconstruire une image totale d'une nouvelle société. Oui, d'ailleurs, en fait,
la retombée, elle est finalement de l'esprit même. C'est une retombée conceptuelle, plus qu'une retombée quincaillerie. Et infiniment plus forte, Bien évidemment, sûr. infiniment plus puissante que les retombées quincaillerie. Et évidemment liées aux retombées quincaillerie, parce que c'est bien parce qu'il y avait tous ces enjeux technologiques considérables, avec tant d'investissements, etc., que tant de recherches ont été faites dans ces domaines, que ces notions sont arrivées à affleurer, à émerger. Elles ont été importées par une sorte de publicisation, je dirais presque de politisation, de socialisation liée à ces techniques. Oui, d'ailleurs, pendant que vous parliez, il m'est venu à l'esprit que dans la recherche fondamentale de la physique, par exemple, il y a une querelle sur la réalité de la réalité. Il s'avère là que tout à coup, la question revient d'une autre façon, puisque c'est dans le macroscopique que la réalité échappe Oui. cette fois. Oui, oui. Je crois qu'on est dans cette ligne-là. Je crois qu'on est dans cette ligne-là. Alors, là où il faut prendre garde, sans doute, c'est pour ça que je ne voudrais pas tout de même renoncer tout à fait, même pour cette émission, à une critique idéologique. Je dis que nous sommes menacés dans cette affaire par l'idéologie de toutes parts. De toutes parts. C'est-à-dire que je voudrais qu'on m'entende. Non seulement il y a une sorte de la communication, c'est le bonheur des hommes, c'est l'égalité entre les hommes, etc., etc. Tout ça, c'est, si on me permet, le baratin, n'est-ce pas, auquel se livrent tous les publicitaires et tous les marchands, jusqu'à l'usage convivial et amical de l'ordinateur, n'est-ce pas, l'usage amical avec... C'est bien ça, c'est la pub d'une certaine, que je ne répétais pas, d'une certaine industrie. Non seulement donc, là nous sommes en présence de cette idéologie-là, mais en aval, avec les retombées dont je viens de parler, avec cette société réseautique, paradoxale, simulatoire, etc., nous sommes menacés d'une sorte de reconstruction totale du monde dont nous pourrions peut-être nous méfier. Je vous signale que nous avions quand même d'autres manières de penser. Avant aussi, nous avions une dogmatique. Il y a des dogmatiques qui se succèdent. Par exemple, nous avons tous fait des études au moins secondaires, et on nous enseignait le plan en 3 parties des facultés de lettres. Puis, quand nous avons fait du droit ou de l'économie ou de la gestion, le plan en 2 parties des facultés de droit ou des facultés de gestion ou d'économie, n'est-ce pas? 2 parties qui doivent s'opposer, pas de conclusion, une introduction et 2 parties qui doivent s'opposer. Ça, c'est le critère droit, économie, gestion, c'est-à-dire, au fond, les critères de pensée de tous les futurs dirigeants, n'est-ce pas? Bien. Et les plans en faculté de lettres, c'était, en gros, je dis ça en schématisant à l'extrême, thèse, antithèse, synthèse, 3 parties, etc., etc. Bon. Mais ça, c'était des manières de penser qui n'étaient pas éternelle, c'était une dogmatique qui nous venait de l'époque médiévale et qui permettait, par ces jeux successifs et ces contradictions, qui permettaient d'interpréter, qui permettaient un petit peu de liberté. À cette dogmatique-là, en succède une autre, qui, elle, serait d'origine techno-scientifique. Alors, je dis, attention, voyons où nous allons. Je vous remercie. Eh bien, pour ceux des auditeurs qui auront envie de creuser un peu la question, je renvoie à quelques productions de Lucien Sfez. D'abord, Critique de la communication qui a été publiée il y a quelques années au Seuil. Un que sais-je, la communication, au PUF bien entendu, et l'ouvrage plus récent, La communication, qui est un ouvrage collectif qu'il a dirigé et qui est publié au PUF Cité des Sciences.